Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 11 heures. Il est l'heure de pouvoir commencer notre webinaire de ce jour sur le sujet des aménagements de la durée de travail. Nous sommes heureux d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, même si je reconnais certains noms dans les participants. Donc, Amandine de Souzalouza. Je suis consultante du coup pour le cabinet Orcom qui anime aujourd'hui ce webinaire thématique en social. Pour le fonctionnement, je vois qu'il y a encore des connexions qui sont en cours. Il est 11h01, on va commencer peut-être doucement le temps que les personnes arrivent. Pour commencer, je vais juste vous expliquer peut-être le système de fonctionnement de notre webinaire. Du coup, aujourd'hui, il est prévu une présentation de 45 minutes du coup, sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, donc la durée de travail, les aménagements et les outils d'optimisation qu'on peut avoir avec les accords d'entreprise. S'ensuit un temps d'échange d'un quart d'heure. Notre webinaire à midi devrait être terminé. Ce que je vous propose, puisqu'aujourd'hui, il va y avoir présentation de plusieurs dispositifs, pour que vous puissiez aussi de votre côté poser des questions si c'est vraiment du circonstancié. Il y a un système de questions qui est prévu par l'outil GoToWebinar. Vous pouvez à tout moment cliquer sur le petit onglet que vous avez avec un point d'interrogation. Et de mon côté, les questions remontent. Donc en cours de présentation, je pourrai répondre à vos questions en sachant que quoi qu'il arrive, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin. Pour commencer, du coup, présentation de notre animation de la matinée. Après quelques remarques liminaires où je vais reprendre avec vous un petit peu des éléments de contexte sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de vous présenter les différents dispositifs qui peuvent être mis en place au niveau de l'organisation de la durée de travail des collaborateurs, avec pour dispositifs principaux ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle la modulation, l'annualisation du temps de travail, les contrats de travail intermittents, bien distinguer ces deux dispositifs, on y reviendra tout à l'heure ensemble. On passera par l'optimisation des heures supplémentaires entre respect et aménagement des contingents et mise en place de systèmes de récupération. Et enfin, on terminera sur le sujet des conventions de forfait. Donc là, avec des conventions mensuelles, hebdomadaires et annuelles. Pour commencer, quelques éléments de contexte pour mieux comprendre, j'ai envie de dire, les développements qui vont suivre. Pour commencer, les deux sujets, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à vous les présenter, j'ai envie de dire, de manière concomitante, entre le sujet de la durée de travail et celui de la négociation collective, c'est qu'on a une articulation entre ces deux sujets en social qui vont permettre pour l'employeur aujourd'hui d'aménager et vraiment d'articuler la durée de travail des collaborateurs aux exigences de l'activité. Donc, le fil rouge, aujourd'hui, tout au long de la présentation, ça va être comment adapter le travail des collaborateurs par rapport à mon activité, tout en passant par de la négociation, par du dialogue social. Sur la diapositive juste après, et je pense que c'est quelque chose d'important à garder en tête, je vous rappellerai les règles de mise en place des accords collectifs. Mais avant, je trouvais important de donner quelques éléments de contexte sur la réglementation, sur l'historique qu'on a aujourd'hui en France sur la réglementation du travail. Je vous ai repris en éléments de contexte, à mon sens, trois dates, trois lois qui sont importantes en matière de durée de travail et qui vont venir un petit peu impacter les différents régimes qu'on peut avoir au niveau des aménagements. Donc, tout d'abord, les lois Aubry 1 et Aubry 2 qui marquent le passage en France des 39 heures aux 35 heures avec la mise en place des accords surtout RTT, on y reviendra juste après, élément principal au niveau de la durée de travail. On va avoir une loi fondamentale aussi, celle du 20 août 2008,
Donc 2008, c'est vraiment un virage marquant au niveau du sujet de la durée de travail d'un point de vue réglementaire, puisque cette date, il faut la retenir, on va avoir des dispositifs qui vont être antérieurs à cette loi, des dispositifs qui vont être postérieurs, et le régime d'un même dispositif, en fonction de sa date de conclusion antérieure ou postérieure à 2008, va avoir un impact sur le régime à appliquer et sur la validité des dispositions contenues dans les accords qui ont été conclus sur ces sujets. La loi de 2008, ce qu'il faut retenir surtout, c'est vraiment la date à partir de laquelle on va avoir certains dispositifs RTT, le travail par cycle et certains dispositifs de modulation qui, après cette date, ne sont plus possibles à mettre en place. Et à côté de ça, sujet principal de cette loi-là, ça a aussi été de consacrer la primauté. Alors, c'est un début par rapport à la loi qui va suivre juste après de 2016 que je vais vous détailler, mais c'est la première pierre à l'édifice sur la consécration de la primauté de la négociation en entreprise. Et justement, virage marquant, la loi du 8 août 2016 sur ce sujet, donc on a plutôt l'habitude de l'appeler loi El Khomri, qui va venir, pour certains, et certains thèmes surtout, venir renverser ce qu'on appelait la tyrannie des normes et qui va entériner le principe de primauté vraiment de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche et qui va consacrer les dispositions qu'on va pouvoir adapter vraiment au plus près de l'entreprise sans forcément, on y reviendra un petit peu plus tard, se concentrer uniquement sur les dispositions contenu, alors on appelle l'accord de branche, c'est la convention collective, de manière assez générale, sur des dispositifs qui peuvent être assez anciens et pas forcément adaptés à l'activité de notre structure employeur. Très rapidement, mais j'ai déjà commencé à vous le dire, un petit focus sur le régime de certains accords avant 2008. On a beaucoup de dispositifs, surtout conventionnels, assez anciens, issus de négociations au niveau national suite aux lois Aubry 1 et Aubry 2 sur beaucoup d'accords de RTT, c'est-à-dire réduction vraiment du temps de travail, où on a fait le passage, on a acté le passage des 39 heures à 35 heures. Ces dispositifs de RTT, il faut savoir que depuis 2008, il n'est plus possible de mettre en place aujourd'hui des accords RTT. On y reviendra un petit peu plus tard avec des présentations sur les dispositifs d'aménagement des heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, les accords qu'on va pouvoir mettre en place ne peuvent plus prévoir des aménagements sans majoration, que ce soit en termes de repos ou en termes monétaires, sur les contreparties liées aux heures supplémentaires. C'est réservé aux accords conclus avant cette date de 2008 et cette loi du 20 août. Ce qu'il faut retenir, c'est que les dispositifs, par contre, qui ont été mis en place sur ces sujets, donc là, on vient de parler des RTT, mais aussi, je sais que certains de mes clients continuent à travailler avec des systèmes par cycle. Tous ces aménagements, aujourd'hui, cycle et RTT, ne sont plus repris par le Code du travail au niveau des nouveaux aménagements et des nouvelles mises en place, mais les accords conclus avant cette date continuent de garder, j'ai envie de dire, une validité juridique et peuvent continuer à s'appliquer valablement au sein des structures qu'à la condition qu'avant cette date du 20 août 2008, la structure employeur existait déjà et appliquait déjà ces dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une structure nouvelle qui viendrait à s'implanter et à employer des collaborateurs qui souhaiteraient mettre en place un accord RTT, malheureusement, ce n'est plus possible. On va avoir des champs de discussion et de négociation sur les heures supplémentaires, mais quoi qu'il arrive, il faudra prévoir une contrepartie supplémentaire à la réalisation de ces heures. Et sur le travail par cycle, aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place de nouveaux dispositifs qui se rapprochent un petit peu du cycle, mais on ne pourra pas rentrer dans l'ancien dispositif, l'ancien régime qui était applicable avant la loi du 20 août 2008. Je vous en parlais tout à l'heure, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des dispositifs et des leviers de négociation qu'on aura sur ces dispositifs, il me semblait important de rappeler dans les généralités, les grandes lignes, les règles de validité aujourd'hui des accords. Alors, on dit d'entreprise, mais aussi possible pour les associations et autres types de structures. Les accords collectifs négociés au plus près des structures employeurs et salariés. On va avoir des règles
issues des ordonnances de 2017 qu'on appelait les ordonnances Macron, et entre autres la numéro 2017-1385 du 22 septembre, qui vient nous préciser l'intégralité du régime sur les validités des accords conclus depuis cette ordonnance et qui sont toujours d'actualité. Pour les règles de validité des accords, il y a deux circonstances d'hypothèse à distinguer. Soit mon employeur, au sein de ses effectifs, au sein de ses représentants du personnel, a une présence de délégués syndicales. Dans ces cas-là, aujourd'hui, au niveau de la négociation, on devra de manière prioritaire, s'il existe, passer par notre ou nos délégués syndicaux. Et on va avoir des règles de validité assez strictes à respecter au niveau de la signature de l'accord. Il faut bien que ce dernier recueille la signature d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou représentants à lui seul ou de manière collégiale, au moins 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles. Si cette condition n'est pas respectée, c'est-à-dire que si j'ai un accord avec des signatures de délégués syndicaux mais sans recueillir ce quorum, mon accord n'aura pas de validité juridique derrière. Donc c'est bien important quand on négocie avec des délégués syndicaux de vérifier qu'au niveau de la signature, on a bien ce pourcentage de 50% des suffrages exprimés au premier tour qui est atteint, ou alors, dans une deuxième hypothèse, toujours avec un délégué syndical, on arrive à signer l'accord, mais au lieu d'avoir nos 50%, on va avoir, entre guillemets, uniquement 30% de représentativité au premier tour. Et dans ces cas-là, il faut obligatoirement passer, après la signature de l'accord, par un système de référendum, c'est-à-dire que les collaborateurs vont être interrogés sur leur accord ou non par rapport au texte qui a été signé avec les organisations syndicales représentant 30%. Et si j'ai une majorité de personnes d'accord au niveau de ce référendum, mon accord retrouvera une validité juridique. Si je n'ai pas de délégué syndical, on va avoir d'autres modalités mises en place au niveau de la réglementation pour la négociation collective. On aura pour les structures en n'ayant pas 11 salariés équivalents temps plein, je précise, c'est-à-dire le seuil à partir duquel, légalement parlant, j'ai une obligation de mise en place du CSE. Pour ces structures non assujetties, on va avoir la possibilité pour les accords d'entreprise de proposer directement un projet aux collaborateurs avec la mise en place d'un référendum, c'est-à-dire qu'on va interroger directement les collaborateurs sur leur accord, sur les dispositions contenues dans cet accord. Si j'ai une majorité au moins égale à 2/3, mon accord est valide. Concernant les entreprises entre 11 et 20 salariés, soit en l'absence toujours de CSE, c'est-à-dire que là, dans cette circonstance, je vais avoir un PV qui acte de la carence au niveau des élections professionnelles, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de candidat, donc pas d'élu. Je peux passer directement par mes salariés avec toujours cette procédure de référendum, soit je vais pouvoir passer avec ce qu'on appelle un salarié mandaté. Le salarié mandaté, vous le verrez aussi sur la diapositive juste après, c'est un salarié qui a eu une autorisation de négociation sur un thème particulier avec l'employeur venant d'une organisation syndicale représentative au niveau de mon secteur d'activité. Si j'ai mon salarié qui a cette autorisation syndicale, je vais pouvoir derrière négocier directement avec cette personne l'accord. Ça permet d'avoir un échange, une discussion. Et ensuite, je vais toujours le faire approuver par mes collaborateurs avec un référendum. Sauf que là, ce n'est plus une majorité de 2/3 qui est exigée, mais une majorité simple. Enfin, pour les dernières typologies de structures employeurs, si mon effectif est entre 11 et 20 salariés, avec cette fois-ci des représentants du personnel, c'est-à-dire un CSE, ou alors si je suis une structure employeur de 20 salariés, mais que je suis toujours en dessous du seuil de 50 salariés en équivalent temps plein, soit je peux directement négocier mon accord avec mes élus CSE, mandatés ou non mandatés, sachant que quand je négocie avec mon CSE, je suis obligée normalement de leur proposer la possibilité de mandatement auprès d'une organisation syndicale. Si je négocie avec mon CSE, il faudra qu'il soit signé des membres de cette instance
avec au moins la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles. Soit mon accord est signé avec un salarié mandaté, c'est-à-dire que j'ai essayé de passer par la négociation avec mon CSE, personne n'a voulu être mandaté, j'ai eu une fin de non-recevoir au niveau de mes élus, j'ai toujours la possibilité de passer par une négociation avec un salarié mandaté. Et dans ces cas-là, à partir du moment où mon accord est signé avec un salarié mandaté, il faut toujours que je passe derrière par la procédure de référendum avec une majorité simple cette fois-ci. On ne demande pas une majorité des 2/3. Vous pouvez voir sur cette catégorie qu'au niveau de la marge, j'ai soit l'accord est négocié avec les élus CSE, soit l'accord est négocié avec un salarié mandaté. C'est au choix. Je n'ai pas d'obligation de passer d'abord par mon CSE et ensuite de voir avec un salarié mandaté. C'est vraiment au choix. Je peux directement passer par le salarié mandaté. Ce n'est pas forcément conseillé au niveau du dialogue social puisque les relations avec votre CSE vont peut-être se tendre, mais l'employeur a le choix. Contrairement à la dernière catégorie de structure, c'est-à-dire les employeurs dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés en équivalent temps plein, dans ce cadre-là, je n'ai pas le choix, j'ai un ordre de priorité à respecter. Dans un premier temps, je dois solliciter mes élus, en sachant que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais proposer à mes élus d'être mandatés avec une organisation syndicale représentative. Si je négocie avec des élus mandatés, il devra être approuvé derrière par les salariés à la majorité simple. Si je n'ai pas d'élus mandatés, j'ai la possibilité, et on met bien à défaut, de passer avec mes élus CSE, j'ai envie de dire entre guillemets simples, c'est-à-dire non mandatés. Et dans ces cas-là, je vais avoir un champ de négociation qui va être restreint par rapport à ma première hypothèse. Et dans ces cas-là, il faudra bien vérifier que mon accord est signé des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés. Et à défaut de signature avec mes élus, c'est dans ce cadre-là que j'ai le droit de passer par mes salariés mandatés, avec derrière mon référendum. Je vois que j'ai eu une petite question de Madame Lavigne, je suis en train d'en prendre connaissance. Alors, pour avoir des salariés mandatés au sein du CSE, alors il y a deux choses. On peut avoir des salariés non élus qui peuvent se faire mandater et on peut avoir des élus CSE qui se font mandater. La procédure, elle est assez simple pour avoir un mandatement. C'est soit le collaborateur concerné ou les élus qui se rapprochent directement de l'organisation syndicale pour avoir le mandatement. Et dans ces cas-là, le syndicat, après, derrière, accepte ou non le mandatement en fonction du sujet et prévoit un accompagnement des personnes qui vont accompagner. Soit, ça m'est déjà arrivé dans certaines situations de prendre les devants et de contacter directement un syndicat pour la partie employeur avec derrière une autorisation du syndicat en totale transparence. Mais ça nécessite de se rapprocher pour avoir le mandatement d'une organisation syndicale et représentative au niveau de votre branche. Maintenant qu'on a exposé, qu'on voit un petit peu le contexte dans lequel on s'insère et les modalités de négociation, que ce soit avec des personnes mandatées ou non, avec nos élus ou non, on va passer directement au premier, j'ai envie de dire, dispositif d'aménagement de la durée de travail. Et j'ai préféré commencer par les dispositifs qu'on appelle d'annualisation ou de modulation de la durée de travail. C'est les dispositifs qui sont en général les plus connus et les plus utilisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle modulation ou annualisation du temps de travail? C'est le fait pour un employeur d'organiser la durée de travail de ses collaborateurs sur une période donnée supérieure à 4 semaines. Alors, c'est ce que nous indiquent les textes. De manière assez répandue et en général, la période sur laquelle on va venir aménager les horaires, c'est une période annuelle, c'est-à-dire 12 mois consécutifs, soit année civile ou pas forcément. Il y a certaines conventions collectives, et on y reviendra tout à l'heure, qui ont des dispositifs un petit peu particuliers. C'est pour ça que je vous rappelle que ces périodes supérieures à 4 semaines n'est pas obligatoirement l'année. On a par exemple la convention collective du bâtiment qui a un dispositif de modulation sur des périodes de 6 mois.
qu'il faut retenir, c'est que peu importe qu'on soit sur 12 mois, sur 6 mois ou sur une autre périodicité, ce qui est important, c'est qu'à la fin de cette période, on va faire un arrêté des comptes et c'est à cette période de l'année qu'on va faire le point sur l'éventuelle réalisation des heures supplémentaires. Puisque l'intérêt des dispositifs d'annualisation et de modulation, c'est de déplacer le curseur au niveau de l'appréciation des heures supplémentaires pour passer sur notre période hebdomadaire ou sur notre bloc de 4 semaines à une durée plus importante pour vraiment adapter la durée de travail des collaborateurs en fonction des cycles d'activité qu'on pourrait rencontrer dans le secteur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir deux typologies de modulation. On va avoir la modulation temps plein. Dans ces cas-là, on va avoir un accord, on y reviendra tout à l'heure, ou un contrat de travail qui va bien nous préciser que la durée de travail du collaborateur concerné est en moyenne de 35 heures par semaine ou égale, et c'est une notion à retenir, à 1607 heures de travail à l'année. Cette notion de 1607 heures de travail à l'année, elle est reconnue depuis les lois Aubry 1 et Aubry 2 comme la durée légale de travail sur l'année. Le 1607 heures, il correspond à 35 heures de travail à l'année, à la durée légale de travail à l'année, avec la journée de solidarité d'incluse. Donc, on va avoir ces deux modalités au niveau de la modulation temps plein et certains accords, certaines négociations et contrats de travail prévoient de la modulation temps partiel. C'est pas parce qu'aujourd'hui, et je préfère sensibiliser sur ce point puisque c'est un point délicat, vous avez dans la convention collective la possibilité de faire de la modulation temps plein que vous êtes autorisé à faire de la modulation temps partiel. Il faut vraiment que le dispositif soit prévu dans la convention collective et que j'ai bien les deux modalités ou au moins celles qui m'intéressent pour être autorisé légalement parlant à aller sur ces dispositifs. Ce qui est important au niveau de la modulation, c'est que là, on est vraiment sur un dispositif où aujourd'hui, à part la définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire une modulation des horaires de travail, une variation de la durée de travail d'une semaine à l'autre sur la période retenue, toutes les modalités d'utilisation et pratique du dispositif sont spécifiques et prévues par l'accord prévoyant ce dispositif de modulation. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour que ça soit un petit peu plus parlant pour vous. Mais aujourd'hui, sur la modulation, on a une liberté de négociation au niveau des modalités pratiques qui est assez importante. Je vois que j'ai une petite question de Madame Renard. Je suis en train d'en prendre connaissance. Alors, justement, c'est une bonne question que vous avez. J'ai certains de mes clients qui sont dans votre secteur d'activité. Je vous confirme qu'on applique du coup le Code du travail. On n'a pas de convention collective de branche. Du coup, pour aller sur ces mécanismes de modulation, d'annualisation, ou même tous ceux que je vais vous présenter après, d'ailleurs, ça fait une belle transition par rapport à ma diapositive juste après, on va être obligé de mettre en place un accord collectif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'accord collectif, aujourd'hui, vous n'êtes pas autorisé à aménager les horaires de travail de vos collaborateurs sur une période au-delà des 4 semaines. Cette négociation aujourd'hui, on va pouvoir la mettre en place avec les règles que je vous ai données tout à l'heure en propos liminaire. En fonction de votre effectif, il va falloir regarder quelle est la modalité de mise en place de mon accord par rapport à mon effectif. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes à moins de 20 salariés sans CSE, c'est l'employeur qui va proposer un projet avec toutes les modalités qu'on va voir ensemble juste après sur la modulation. La modulation, elle est articulée sur une base d'un planning prévisionnel, c'est-à-dire que l'employeur, avant le début de sa période de référence, c'est 12 mois glissants pour l'aménagement de la durée de travail, on va devoir donner aux collaborateurs un planning prévisionnel qu'on va venir confronter derrière avec les heures réellement faites par le collaborateur. Comme je vous disais tout à l'heure, à la fin de la période, si vous êtes par exemple à l'année civile au 31 décembre, il faudra faire un point sur les compteurs du collaborateur pour vérifier qu'on ne vient pas dépasser la durée moyenne qu'on a mis au contrat de travail. Je peux moduler ma durée de travail sur une base de 1607 heures sur un temps plein. Je n'ai pas le droit de venir moduler ma durée de travail avec une durée moyenne supérieure à ce 35 heures. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé aujourd'hui sur de la modulation sur une base 37 heures ou 39 heures, juridiquement, je n'aurai pas de réponse à vous donner sur la mise en place d'un accord collectif modulation. Il faudra voir un autre système, peut-être avec de la récupération d'heures supplémentaires, ce qu'on va voir tout à l'heure ensemble.
Au niveau de la modulation, de l'annualisation de la durée de travail, comme je vous disais dans votre cas, par exemple, Madame Renard, on va être obligé de mettre en place un accord collectif de travail avec la réglementation qui nous impose un certain nombre de clauses obligatoires dans l'accord. Ces clauses, je vous les ai reprises sur cette diapositive. On va avoir les personnes concernées par la modulation. On peut mettre en place un système de modulation sans que tous les collaborateurs de votre structure soient concernés. On va pouvoir venir limiter la modulation à certains postes. On va avoir une partie en général préambule qui va venir justifier la mise en place du dispositif de modulation chez vous. En général, c'est assez simple, hein, il suffit d'indiquer que sur l'année, il y a des cycles sur lesquels on va avoir des variations importantes d'activité avec des périodes hautes et des périodes basses. On va avoir les modalités un petit peu sur la programmation et la répartition de la durée de travail avec notre fameux planning prévisionnel dont je vous ai parlé, les modalités de communication de ce planning, les modalités de modification et de complétude de ce planning. Et on va avoir aussi de manière à compléter le dispositif, les modalités de contrôle en cours de période. Un accord peut le prévoir, mais là on est sur une clause de complétude qui n'est pas obligatoire. On va avoir, et là je pense que c'est un sujet d'actualité, toutes les modalités de recours à l'activité partielle en cas de modulation. On va avoir tout ce qui est modalité de rémunération des collaborateurs. Donc là, au niveau de la rémunération, soit c'est une rémunération qui est lissée, soit c'est une rémunération qui est au réel. On va avoir les droits à repos compensateur, le cas échéant. Les modalités de recours éventuellement et d'ouverture au travail temporaire de la modulation, en sachant que la modulation peut aussi être mise en place pour les CDD si c'est prévu dans l'accord. On va avoir, c'est ce que je vous disais, tout ce qui est décompte des heures de travail et mise en lien, j'ai envie de dire, avec le planning prévisionnel et le planning réalisé. Et on va avoir les limites de variation de la durée hebdomadaire de travail. C'est-à-dire que dans l'accord, il va falloir définir ce qu'on entend par période haute et période basse et venir mettre un maximum, une échelle, une fourchette au niveau des horaires sur lesquels on va partir pour la modulation. Plus, c'est ce que je vous mets sur cette diapositive, tout ce qui est clause obligatoire, j'ai envie de dire usuelle des accords d'entreprise, clause de révision, les modalités de mise en place, on va avoir le préambule et ce qui, j'ai envie de dire, est général pour tous les accords d'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, depuis la loi travail de 2016, il faut savoir, je vous l'ai rappelé sur cette diapositive, que l'accord d'entreprise va venir primer sur l'accord de branche. C'est-à-dire que si on a un accord de branche qui n'est pas forcément en lien totalement avec votre activité, on peut vraiment remettre en place un nouveau dispositif avec un accord d'entreprise qui vous correspondrait un maximum. Pour répondre à Madame Renard, légalement, je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter sur le délai de prévenance en cas de modification des horaires. C'est vraiment les accords au cas par cas qui vont venir fixer des modalités pratiques de modification. En sachant qu'en général, sur de la modulation, on ne va pas avoir des horaires à proprement mis sur les plannings prévisionnels, on va plutôt avoir des nombres d'heures, tout du moins sur les temps pleins. Concernant la modulation, au niveau du contrat de travail, on va avoir une distinction en fonction de si la modulation est à temps plein ou à temps partiel. C'est-à-dire que si la modulation est à temps plein, on a aujourd'hui de la jurisprudence appuyée par le Code du travail qui vient nous dire que la mise en place de la modulation du temps de travail pour une personne à temps plein, ce n'est pas une modification du contrat de travail, on n'a pas d'obligation de faire un avenant au collaborateur, c'est une modification des conditions de travail qui nécessite une, entre guillemets, simple information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en 35 heures fixes et que vous voulez passer en 35 heures modulées et que vous mettez en place un accord collectif, vous n'avez pas d'obligation de refaire signer des avenants de contrat de travail pour vos personnes à 35 heures. Par contre, pour les personnes à temps partiel, là, on va avoir une obligation d'écrit et donc d'avenant puisque le régime du temps partiel va venir s'appliquer à notre modulation et on va retrouver toutes les obligations, j'ai envie de dire, générales qu'on a sur du temps partiel. Ce qu'il faut retenir sur la modulation, c'est surtout que ce qui est impératif, c'est se poser sur les conditions, sur vraiment ce qu'on désire au niveau de l'aménagement et de la modulation des horaires d'une semaine à l'autre pour que l'accord soit le mieux rédigé possible. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je me suis permise de vous reprendre deux modèles, deux exemples de modulation qu'on peut retrouver. Alors là, pour exemple, j'ai pris la branche du bâtiment puisqu'elle est un petit peu atypique et l'exemple agricole qui est très pratiqué pour la modulation temps plein et de la modulation temps partiel.
Ce qui est un petit peu particulier dans le bâtiment, c'est que j'ai une modulation non pas à l'année, mais sur une période de 6 mois. Avec là, pour vous donner un exemple, Madame Renard, un planning prévisionnel qui doit être donné aux collaborateurs avec un nombre de jours travaillés par semaine et transmis aux collaborateurs par écrit au moins 7 jours avant le début de la période, sauf circonstances exceptionnelles. Je vais avoir dans mon accord de branche une amplitude entre 35 heures et 42 heures. Et c'est-à-dire que tout ce qui dépasse mes 42 heures seront considérés comme des heures supplémentaires sur la semaine et on fera le reliquat à la fin de la période des 6 mois. Je vais avoir pour ma modulation bâtiment temps plein une rémunération qui sera lissée, c'est-à-dire que mon collaborateur aura de la visibilité sur sa rémunération et il ne sera pas payé au réel, ce qui est aussi possible par accord, c'est-à-dire qu'il sera payé vraiment sur la base des heures réalisées sur le mois concerné. Et on va avoir des types de modulation sur des heures supplémentaires, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de la 42e heure, c'est payé, c'est considéré comme de l'heure supplémentaire et du coup, il faudra payer la majoration sur le mois concerné. Et en fin de modulation, on va refaire le point sur les heures supplémentaires avec ce qui va dépasser notre durée moyenne de 35 heures. Sur l'agricole, ce qu'il faut retenir et la particularité de la modulation de temps partiel, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans les accords, je vous les donne pour exemple. C'est qu'on peut prévoir que l'aménagement, la variation de la durée de travail contractuelle du collaborateur ne se fera que sur une base de plus ou moins un tiers. C'est-à-dire que si mon collaborateur, je vais vous prendre un exemple, il est à 20 heures, je vais pouvoir le faire travailler au-delà de 20 heures que dans la limite du tiers et je vais pouvoir descendre en dessous de cette limite de 20 heures, pareil dans la limite du tiers. Il faut distinguer cet aménagement de la modulation que je viens de vous présenter avec celui de l'intermittence. Je sais qu'ils peuvent se ressembler. Ce qui est très particulier, c'est que sur l'intermittence, on est vraiment sur une logique à part entière. On est vraiment sur la volonté sociale et économique de pourvoir des emplois permanents par le biais de contrats CDI obligatoirement intermittents avec, sur mon année, sur ma période de référence, des périodes travaillées et des périodes non travaillées. En sachant que ces périodes non travaillées doivent constituer au moins 5 semaines par an. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des collaborateurs ou des postes qui exigeraient une coupure sur l'année de travail, je ne sais pas moi, de 7 à 8 semaines, c'est plutôt l'intermittence qui sera adaptée par rapport à la modulation. En sachant que l'intermittence, comme je vous l'ai indiqué, est obligatoirement en CDI et à l'année, j'aurai obligatoirement une durée de travail qui sera inférieure à 1607 heures. J'aurai un nombre d'heures de travail, mais qui sera inférieur à cette durée qui est considérée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la durée légale du travail sur l'année. Pour autant, même si je suis en dessous de cette durée légale de travail à l'année, je ne suis pas et je ne rentre pas dans tous les blocs de réglementation sur le temps partiel. C'est vraiment une typologie de contrat qui est à part entière et qui a son propre régime sans reprendre les contraintes qu'on peut avoir avec le temps partiel. L'avantage toujours de l'intermittence, j'ai envie de dire que c'est le même que la modulation, c'est qu'on peut vraiment adapter sa masse salariale par rapport à ses besoins. En général, l'intermittence, on est, j'ai envie de dire, dans des situations plus accentuées que la modulation. On est vraiment dans des situations de travail où j'ai vraiment des très importantes variations de travail d'une saison en général à l'autre. Le secteur d'activité dans lequel le dispositif est le plus utilisé est le secteur agricole. Et une des différences notables avec la modulation, c'est aussi le décompte des heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires au niveau de la modulation, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui dépasse, j'ai envie de dire, la fourchette de modulation qu'on a prévue dans l'accord. Tout à l'heure, avec notre exemple du bâtiment, on était à 42 heures. Toutes les heures dépassant 42 heures, heures supplémentaires, plus point à la fin de la période. Aujourd'hui, votre collaborateur qui est en contrat intermittent, s'il effectue sur une semaine civile donnée 37 heures de travail, mon heure supplémentaire, elle va être actée dès le mois où les 37 heures sont faites. C'est-à-dire que je ne vais pas venir décaler le seuil d'appréciation des heures supplémentaires. On reste à la semaine. La seule particularité, c'est que mes heures vont être éclatées sur mes mois de l'année.
On va avoir, on y reviendra un petit peu plus tard, des modalités vraiment très particulières de dépassement du régime sur la durée minimale prévue au contrat. C'est-à-dire que les accords prévoient en général le paiement des heures dépassant, je vous dis une bêtise, si on a un contrat intermittent à 1000 heures et qu'on en a réalisé 1300, ces 300 heures, il va falloir les gérer à la fin de la période. Et en général, elles sont payées au taux simple. Je n'ai pas de majoration parce que je ne rentre pas là, par contre, dans la définition annuelle de l'heure supplémentaire qui est celle réalisée au-dessus de 1607 heures. Le contrat de travail de la personne intermittente, il est obligatoirement écrit parce que là, on a un régime qui est à part entière sur le contrat intermittent. Le contrat 35 heures classique, il n'y a pas d'obligation d'écrit. Le contrat intermittent, il faut obligatoirement des clauses dans le contrat de travail. C'est ce que je vous mets sur cette diapositive. On va avoir le code du travail qui va nous donner des mentions obligatoires dans le contrat de travail de la personne intermittente, qualification du salarié, éléments de rémunération, durée annuelle de travail en heures, avec la période de référence et la répartition dans les périodes de ce temps de travail. En plus de cette nécessité d'écrit, on est tout comme la modulation dans des dispositifs qui imposent l'existence d'un accord collectif. Donc, soit j'ai un dispositif qui est prévu dans ma branche et qui correspond au régime que je viens de vous donner et on est tout bon, on peut l'utiliser en l'état et partir derrière sur simplement des contrats de travail intermittents. Soit mon dispositif conventionnel n'est pas suffisant et du coup, il me faut, ou alors il est inexistant. Dans ces cas-là, il me faut un accord collectif et la mise en place d'un accord d'entreprise sur le sujet. Des petites particularités quand même si le dispositif de l'intermittence vous intéresse. Il faut savoir que toutes les périodes sur l'année, même celles non travaillées, sont capitalisées dans l'ancienneté. Je ne vais pas venir uniquement compter les périodes sur lesquelles mon salarié est venu travailler. Mon collaborateur, il va compter dans les effectifs au prorata de sa durée de travail sur l'année. Et par contre, les salariés intermittents sont exclus de toute la réglementation sur les garanties de maintien de salaire. C'est important à savoir. Je vous donnais des exemples de dispositifs d'intermittence, donc toujours dans le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel on a beaucoup de dispositifs d'aménagement de la durée de travail, mais aussi celui des pompes funèbres avec des postes là qui sont assez particuliers. L'intermittence, ça répond tout à l'heure aux critères que je vous ai donnés social, économique, de promotion d'emplois particuliers sur l'année avec des variations saisonnières. Ils sont réservés, ces dispositifs d'intermittence, à des postes. C'est-à-dire qu'en plus de votre accord collectif, il va falloir venir cibler des postes, des catégories de salariés éligibles à l'intermittence. Si votre accord collectif ne le prévoit pas, que ce soit au niveau de la branche ou au niveau de votre accord d'entreprise, votre dispositif d'intermittence, il pourra être discuté derrière en contentieux ou par l'administration. Très rapidement sur l'agricole, pour donner quand même un exemple concret, les contrats d'intermittence sont acceptés pour les CDI à partir du moment où le collaborateur a une durée de travail comprise entre 300 heures et 1200 heures à l'année, avec une coupure minimale d'au moins 8 semaines à l'année et une rémunération, là, l'accord laisse le choix, soit qui est basé au réel, le salarié est payé en fonction des heures réellement faites sur le mois, soit une rémunération qui est lissée. Ce qu'on constate quand même sur ces contrats de travail intermittents, c'est qu'on a plutôt des rémunérations qui sont lissées. Très rapidement, c'est un point que je ne voulais pas forcément aborder avec vous aujourd'hui puisque je ne voyais pas forcément le lien, mais j'ai eu un client la semaine dernière avec lequel j'ai échangé et je me suis dit qu'il y avait une opportunité de négociation sur ce sujet-là. C'est sur celui des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement. Qu'est-ce que le repos compensateur de remplacement déjà? Aujourd'hui, je pense que je ne vous apprends pas que les heures supplémentaires, elles doivent être compensées au niveau du collaborateur, soit de manière pécuniaire avec le paiement de ces heures, soit sous forme de repos. Et c'est là que ma notion de repos compensateur de remplacement, elle va intervenir. C'est que en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires, mon salarié va avoir de la récupération avec un régime qui est à définir. Ce régime, si vous avez des délégués syndicaux, je fais un petit parallèle par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous avez une obligation de négociation des modalités d'aménagement de ce repos compensateur avec votre délégué syndical. Dans cet accord, on va venir y préciser le caractère obligatoire ou non de ce système par rapport aux collaborateurs.
On va préciser les modalités de prise du repos, les délais, les aménagements et les modalités d'information des salariés. Aujourd'hui, ces systèmes de récupération d'heures supplémentaires, il faut quand même qu'ils soient verrouillés. C'est pour ça que moi, je recommande quand même la mise en place d'un écrit sur ce sujet-là. Donc, soit on fait jouer le dialogue social, on a un DS, on est obligé de le mettre en place par accord, on rentre en discussion avec le délégué syndical, soit on a un CSE, on ouvre la négociation, la discussion avec le CSE, soit on le met en place par décision unilatérale employeur. Je pense que le conseil sur ces sujets-là, c'est quand même d'avoir un écrit pour éviter les déviances et qu'on vienne vous poser des questions sur votre organisation en interne, en sachant que par accord ou par décision unilatérale, on peut quand même aménager beaucoup de choses, surtout sur les délais pour prendre ce repos compensateur de remplacement. À défaut d'écrit, j'ai un délai que de 2 mois pour poser ces récupérations, ce qui est quand même assez sévère et ne permet pas forcément une certaine souplesse au niveau de votre activité. Ce repos compensateur de remplacement, qui est la contrepartie de mon heure supplémentaire réalisée, il ne faut pas le confondre avec mon repos compensateur obligatoire, qu'on appelle le RCO. Le RCO, il est obligatoire à partir du moment où vous dépassez la notion, ce qu'on appelle de contingent annuel d'heures supplémentaires. Je trouvais important de vous faire un petit rappel sur cette notion parce qu'on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, en France, on est limité dans la réalisation des heures supplémentaires avec l'existence de ce contingent annuel d'heures supplémentaires. Légalement, ce contingent il est fixé à 220 heures par an. C'est très peu. Une personne qui a 39 heures, elle respecte ce contingent, mais il ne faut pas plus. C'est-à-dire qu'une personne qui ferait 40 heures toutes les semaines, on dépasse le contingent de 220 heures. Et à partir du moment où on dépasse, en plus des contreparties, j'ai envie de dire habituelles, avec ma majoration de 25%, de 50% ou mon repos compensateur de remplacement, je vais avoir un repos supplémentaire qui va venir s'ajouter. Donc, tout de suite, ça fait un petit peu l'effet double peine. Si on veut dépasser ce contingent de 220 heures, on va être obligé de passer par la voie de l'accord. C'est un thème qui a été ouvert à la négociation avec les ordonnances Macron de 2017. Avant, on ne pouvait pas négocier à la hausse ce contingent. J'y reviens juste après. Il faut savoir quand même qu'il y a certaines branches, d'où l'importance d'aller quand même vous renseigner. J'ai certaines branches qui ont des dispositions un petit peu particulières sur ce contingent. Je vous donne l'exemple de la plasturgie avec un contingent uniquement à 130 heures, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis au-delà de 38 heures par semaine, je le dépasse. Et mon bâtiment qui est à 180 heures, donc là, je suis vraiment limitée à mes 39 heures. Aujourd'hui, seules les heures, c'est ce que je vous mettais sur cette diapositive que j'ai passée assez rapidement, seules les heures supplémentaires faisant l'objet, si je devais synthétiser, l'objet d'un paiement sont imputables sur le contingent d'heures supplémentaires. D'où l'intérêt avec la présentation que je vous ai fait juste avant sur la récupération des heures supplémentaires. J'explique. Si mon collaborateur fait des heures supplémentaires mais que derrière elles sont compensées par du repos, elles ne viennent pas s'imputer sur mon contingent de 220 heures. Par contre, toutes les heures supplémentaires payées viennent s'imputer sur mon contingent. Sauf exception, alors la journée de solidarité, et on y reviendra tout à l'heure, tout ce qui est forfaitisation d'heures supplémentaires. Aujourd'hui, il y a un réel intérêt à négocier sur ce contingent parce que sinon, on va être vite limité au niveau de l'activité. Les accords sur les contingents, il faut quand même garder un point en tête, un point de vigilance. C'est que j'ai certains clients que j'ai pu entendre dire très bien, eh bien, ce contingent, je ne sais pas à hauteur de combien j'ai besoin d'heures supplémentaires dans 5 ans, dans 10 ans par rapport à l'activité de mes collaborateurs, je vais mettre un contingent à 1000 heures. Alors déjà, votre contingent à 1000 heures, il va avoir un petit peu de souci à passer au niveau de l'inspection du travail, puisqu'on va déposer derrière l'accord à l'inspection. En plus de ça, on a quand même une limite dans le cadre de cette négociation, c'est qu'il faut que notre plafond d'heures, notre nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires ne dépasse pas le plafond théorique issu des durées maximales de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs étant plafonnés dans le respect des durées maximales hebdomadaires de travail, je ne peux pas avoir un accord contingent annuel d'heures supplémentaires à 1000 heures, puisque la personne, elle dépassera obligatoirement ma moyenne de 44 heures de travail effectif par semaine. Dans ce cadre-là, je vous ai fait un petit calcul. On a l'habitude de dire qu'une année civile, c'est à peu près 45 semaines et demie de travail pour un collaborateur, si on enlève les congés payés et les jours fériés, ce
qui me fait de manière raisonnable qu'un contingent, on peut l'augmenter jusqu'à peu près 400 heures sur l'année civile. Jusqu'ici, nous, à Orcom, on a pu en faire un certain nombre. Ils sont tous passés au niveau de l'administration. Belle transition. On a parlé du repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires. On a parlé du contingent annuel d'heures supplémentaires. Maintenant, je vais vous parler de forfaitisation d'heures supplémentaires. Ce dispositif, slide 17, je vous en parle rapidement parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais aujourd'hui, en France, on peut conclure des conventions de forfait à la semaine ou au mois avec un collaborateur concernant des heures supplémentaires sans obligation d'accord collectif, contrairement au dispositif que je vais vous présenter tout de suite après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait tout imaginer sur un nombre d'heures supplémentaires, non pas fixé à la semaine, mais au mois. J'ai certains clients qui, par souplesse, préfèrent indiquer que le collaborateur, je ne sais pas, aura une durée de 169 heures mensuelles avec du coup un forfait d'heures supplémentaires de 17h33 que le collaborateur va librement positionner sur ses semaines de travail. Aujourd'hui, les forfaits mensuels d'heures supplémentaires ne nécessitent pas une négociation avec un accord d'entreprise. La seule chose, c'est que pour que le forfait soit valable, il faut qu'à l'année, en cas de contrôle ou en cas de discussion avec le collaborateur, on puisse montrer que la personne n'a pas été lésée, c'est-à-dire qu'elle a été payée de l'intégralité de ses heures. Donc, il ne s'agirait pas de mettre en place un forfait, comme je vous disais par exemple, à 169 heures qui correspond à peu près à 39 heures, avec un collaborateur qui effectue toutes les semaines 42 heures de travail, avec des heures du coup qui ne seraient pas payées. La mise en place d'un forfait mensuel d'heures supplémentaires n'exonère pas l'employeur des suivis du contrôle des heures et que l'intégralité des heures du collaborateur soit bien payée. Ces forfaits mensuels, l'intérêt, c'est que c'est ouvert à tout type de salariés, contrairement au dispositif de forfait qu'on va avoir à l'année. Par souci de simplicité, je vous ai réuni que ce soit le forfait en jours de travail à l'année et le forfait en heures de travail à l'année sur des dispositifs communes, puisqu'on va avoir un régime social équivalent sur ces deux dispositifs. Ce qu'il faut retenir quand même, on y reviendra juste après, c'est que sur les conventions annuelles de forfait, on a un régime qui est assez strict au niveau de la viabilité du régime. Très simplement, qu'est-ce que c'est qu'une convention en heures sur l'année? C'est qu'on va venir forfaitiser un nombre d'heures supplémentaires à l'année. Et avec son pendant derrière, le forfait annuel en jours de travail. Là, on ne va pas venir décompter la durée de travail en heures, on va venir la décompter en jours. Mais il faut savoir que ces deux dispositifs annuels de forfaitisation de la durée de travail, ils sont réservés à certaines catégories de salariés que je vous ai repris et qui sont indiqués à l'article L 3121-56 et L 3121-58 du Code du travail. Aujourd'hui, ces dispositifs à l'année de forfaitisation sont réservés soit à des cadres autonomes, soit à des salariés pour lesquels on ne peut pas avoir de modalité de contrôle et on ne peut pas déterminer une durée de travail. Les autres collaborateurs avec des horaires intégrés et pour lesquels la durée de travail est, j'ai envie de dire, vérifiable, ne sont pas éligibles à ces forfaits jours et forfaits heures à l'année. Petite parenthèse, je le rappelle, les cadres dirigeants sont de côté. Les cadres dirigeants n'ont pas de durée de travail à proprement parler. Ils sont exclus des dispositions sur la durée de travail du Code du travail. Quelques particularités pour vous faire quand même des points de régime sur les conventions de forfait à l'année, sur les heures, parce que je l'ai déjà rencontré. Ce n'est pas parce qu'un collaborateur a une convention de forfait en heures à l'année que la personne est libre de s'organiser comme elle l'entend. Il y a une obligation d'indépendance et de non-visibilité sur le travail du collaborateur. C'est une des conditions pour la mise en place du forfait annuel en heures. Mais à côté de ça, le salarié ne décide pas non plus de manière totalement libre et indépendante de l'intégralité de ses horaires de travail. L'employeur peut en imposer quelques-uns dans le cadre de son pouvoir de direction. Par contre, élément important, tout ce qui est convention annuelle de forfait en heures, les collaborateurs restent liés au respect des dispositions sur les durées maximales de travail et les temps de repos minimaux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est sous convention de forfait annuel en heures doit respecter les durées maximales hebdomadaires, quotidiennes, a le droit au congé payé, a le droit à son repos entre 2 journées de travail consécutives, ce qui n'est pas le cas, et on y reviendra juste après, sur les personnes en convention de forfait annuel en jours. Et à côté, le contingent légal qu'on a vu tout à l'heure d'heures supplémentaires et toute la réglementation sur le repos compensateur ne sont pas applicables aux personnes ayant une convention de forfait annuel en heures. Ça, c'est des dispositions très particulières du Code du travail, il faut les connaître. Sur le forfait annuel en jours, qui est le forfait qui est le plus utilisé, les conventions de forfait annuel en heures, on en voit très peu. Le forfait jour, aujourd'hui, on a un régime qui est avec un maximum de 218 jours de travail à l'année. Aucun accord collectif, que ce soit un accord d'entreprise ou un accord de branche, ne peut aller au-delà de ces 218 jours. On peut par contre prévoir des durées de travail inférieures à ces 218 jours. C'est un maximum, c'est pas un minimum. Tout ce qui est congé d'ancienneté, congé spécifique prévu dans la convention collective, il faut savoir que ça vient se défalquer de ce nombre de jours que vous indiquez. Donc, une personne qui aurait une convention de forfait à 218 jours, mais qui aurait le droit, par exemple, à 3 jours d'ancienneté, on va venir les imputer sur son 218 jours. À côté, l'employeur et le salarié sont tenus de respecter ces nombres de jours de travail à l'année, avec un suivi, on y reviendra tout de suite après, qui doit être organisé par l'employeur de la charge de travail et le respect de ces jours de travail. Le salarié peut tout à fait renoncer à une partie de ses journées de repos dans la limite de 235 jours à l'année ou autre limite fixée par accord. 235, c'est vraiment un maximum qui est posé par la réglementation, par le légal. Et je m'excuse, j'ai un petit souci technique, mon écran vient de disparaître. Je fais glisser les fenêtres pour pouvoir voir l'écran. Et on va avoir, en plus de entre ce 218 et ce 235 jours, la possibilité pour le collaborateur de racheter des jours de repos, puisqu'une personne qui est aujourd'hui à 218 jours de travail, elle a forcément des jours de repos supplémentaires par rapport à un collaborateur normal. D'une année civile à l'autre, le nombre de jours de repos varie. En général, on varie entre 10 jours et 15 jours de repos supplémentaires pour ces personnes en forfait à l'année. On va pouvoir venir les racheter, mais avec une compensation financière pour le collaborateur. Cette compensation, les textes viennent nous dire qu'elle ne peut pas être inférieure à 10%. Il faut le prendre en compte. Et petit point de rappel, j'aime à le remettre, c'est que le CSE doit tous les ans, normalement, quand il y a du forfait jour, être consulté sur l'utilisation de ces forfaits jours. Au niveau du forfait, que ce soit le forfait en heures ou le forfait en jours, on va avoir des dispositions qui seront obligatoires à mettre en place dans l'accord collectif. Je vous le remettais en haut de cette diapositive. L'accord collectif, donc soit l'accord de branche, soit l'accord d'entreprise sont obligatoires pour utiliser le forfait jour. Tout comme la modulation, tout comme l'intermittence, il n'y a pas de nouveauté sur ce côté-là. On va avoir la réglementation qui va venir nous lister des clauses obligatoires dans ces accords, en sachant qu'on va en avoir plus pour les forfaits annuels en jours, en sachant que les régimes des articles 31-21-63 et 31-22-64 sont issus de la dernière réglementation applicable et pour les accords mis en place depuis 2016. Je vais avoir un autre régime pour les accords antérieurs avec là des vérifications à opérer puisque la réglementation a été, j'ai envie de dire, modifiée en profondeur et plus sévère depuis cette date de 2016 où on va venir exiger en plus que les accords prévoient vraiment les modalités de suivi des forfaits jours, les articulations entre la vie professionnelle et la vie privée et tout ce qui va être droit à la déconnexion. À côté de cet accord collectif avec les clauses imposées par la réglementation au niveau des forfaits jours et des forfaits heures, on va avoir une obligation derrière d'écrit avec le collaborateur. C'est-à-dire qu'une personne qui est en forfait jour, ça ne se suppose pas. Il faut forcément un écrit, c'est ce qu'on appelle les conventions individuelles de forfait. En général, ces conventions de forfait, elles prennent la forme, si c'est au moment de l'embauche, de clauses spécifiques dans le contrat de travail.
Si c'est une évolution des fonctions en cours de relation de travail, en général, on va mettre en place un avenant. Mais ces écrits sont obligatoires. Et de mon côté, au niveau de la présentation, je suis désolée, c'est un petit peu dépassé. Au niveau des aménagements, j'aurais fini en sachant que le point moi, de vigilance que je souhaitais vous apporter à la fin de cette présentation, c'était qu'aujourd'hui, quand même, comme on l'a vu un petit peu, j'ai envie de dire en fil rouge de tout ce webinaire, aujourd'hui, les aménagements de la durée de travail sont quand même facilités par rapport aux diverses réformes qu'on a pu avoir sur la matière sociale au niveau de la négociation d'accords. Il faut quand même rester vigilant parce que sur tous les dispositifs d'aménagement que je vous ai présentés, il y a toujours une obligation d'accord avec derrière un listing de clauses obligatoires à respecter et une certaine rigueur à avoir au niveau de la rédaction pour que le dispositif mis en place puisse correspondre vraiment à l'intégralité de vos besoins et puisse ne pas vous bloquer dans le temps. Donc, nous, aujourd'hui, à Orcom, on se fait écho et c'est une priorité pour nous de mettre en place des accords collectifs sur ces sujets de durée de travail qui correspondent vraiment à vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si besoin en était pour déjà qu'on analyse dans un premier temps votre organisation par rapport à la durée de travail, éventuellement les faiblesses de votre organisation et les besoins, et derrière vous préconisez l'un des dispositifs qu'on a vus ensemble. En sachant qu'aujourd'hui, le forfait jour dans certaines structures, dans certains secteurs d'activité, est quand même devenu populaire et un dispositif qui est assez connu. Par contre, derrière, nous, ce qu'on constate quand même, c'est que les régimes ne sont pas toujours respectés de A à Z au niveau de l'intégralité des obligations que j'ai pu vous décrire sur ces dispositifs. Je vois que j'ai des petites questions, entre autres de Madame Levigne. Alors, concernant la consultation du CSE, ça rentre dans le cadre de tout ce qui est consultation, information, consultation sur la politique sociale. Il faut normalement une fois par an faire un retour en fait sur l'utilisation du forfait jour que vous en avez, le nombre de salariés concernés, le nombre d'heures, est-ce que vous avez bien fait vos entretiens de suivi. C'est vraiment une information large sur tout le dispositif du forfait jour. Et j'ai une question aussi de Madame Molthoff. Eh bien, c'est ce que je vous indiquais sur la diapositive. Il faut quand même vérifier, Madame Molto, dans votre accord collectif prévoyant le forfait jour, que ce soit votre accord de branche ou votre accord d'entreprise, qu'il n'y ait pas des spécificités. Puisque légalement parlant, les personnes en forfait jour sont exclues de tout ce qui est durée du travail maximale et durée de repos minimale. Par contre, j'ai certaines conventions collectives qui imposent le respect de ces dispositions-là. Par exemple, j'ai la convention collective de l'automobile qui vient nous obliger pour les personnes en forfait jour à respecter ces maximums sur la semaine et ces minimums en termes de repos. Sinon, tout simplement, si vous êtes obligé de suivre ces contraintes au niveau de l'organisation de la durée de travail de la personne, ça s'apprécie tout simplement à partir du moment où il quitte son poste le soir et le moment où il reprend son poste le lendemain matin. Ce temps après, la difficulté là où je vous rejoins, c'est que la personne qui est en forfait jour est censée quand même être autonome et elle ne vous déclare pas forcément l'heure à laquelle elle part le soir et l'heure à laquelle elle revient le lendemain. Il faut sensibiliser les collaborateurs si vous êtes obligé de suivre ces restrictions sur l'importance de respecter ces horaires et de valider avec lui qu'il n'y a pas de dépassement et que l'intégralité est bien en ordre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste un petit temps d'échange. Je vous laisse une ou 2 minutes et entre autres à Madame Strackbach pour compléter. Ça y est, le reste arrive. Alors, là, c'est une particularité pour informer tout le monde. J'ai donné tout à l'heure l'exemple au niveau de la modulation, au niveau du bâtiment du 42 heures en maximum au niveau de la période de modulation et non pas 44 heures. Les deux nombres d'heures que vous me donnez ont des vocations différentes. Le 44 heures correspond à la durée maximale hebdomadaire d'un collaborateur sur une période de 12 semaines consécutives. C'est-à-dire qu'un collaborateur, aujourd'hui, ne peut pas, normalement, sur une période de 12 semaines, dépasser une durée moyenne de travail de 44 heures par semaine. Le 42 heures que je vous ai donné tout à l'heure, c'est une limite de modulation qui est donnée par l'accord de branche qui vient nous dire que
l'employeur qui souhaite mettre en place la modulation sur la période de 6 mois peut faire varier la durée de travail entre 35 heures et 42 heures. Au-delà de ces 42 heures, il n'y a pas de souci, la personne peut aller au-delà, mais dans ces cas-là, si je dépasse mon 42 heures, je retrouve le paiement d'heures supplémentaires sur le mois concerné. Alors qu'entre nous, l'intérêt quand même de mettre en place un système de modulation, c'est de décaler le seuil d'appréciation des heures supplémentaires à la semaine, à l'année. Donc, il faut être vigilant. Si on est en modulation de bâtiment avec cette typologie qu'on rentre dans ce cadre-là, si on dépasse les 42 heures, il faudra payer la majoration d'heures supplémentaires sur le mois concerné. J'espère avoir répondu à votre question. Pour répondre à Madame Levigne, je vais faire le nécessaire pour voir si on peut vous mettre à disposition le support qui peut être pour vous, je l'entends, une source d'information et peut vous aider. Si tout est bon de votre côté et que je n'ai plus de, je surveille en même temps que je n'ai plus de petites questions sur la présentation qui vous a été faite. Ah, je vois que Madame Levigne, merci beaucoup Madame Levigne. Du coup, je me permets de clôturer ce webinaire et je vous souhaite à tous une bonne journée. On reste à votre disposition si vous avez la moindre demande d'informations complémentaires sur ces dispositifs d'aménagement de la durée de travail ou pour vous accompagner sur la négociation d'un accord collectif. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.